Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de cette édition de ce lundi 7 novembre 2011. Bonsoir à tous. Un plan de rigueur de saison dont nous consacrerons l'essentiel de cette édition. Un effort de 7 milliards d'euros dès 2012 pour éviter une faillite qui n'est plus un mot abstrait pour François Fillon. Le Premier ministre fait bondir la gauche. Le PS parle de mystification. François Hollande s'exprime ce soir à la télévision. Outre la hausse du taux réduit de TVA, le durcissement de la réforme des retraites prévue dans le plan Fillon n'est pas du goût des syndicats. Une mesure injuste qui ne crée pas d'emploi, disent-ils. Un signal aux agences de notation pour la CFDT. Et puis première conséquence, elle est politique et parlementaire, cette fois du plan de rigueur. Au Sénat, le débat du projet de budget sur la sécurité sociale a été interrompu avant de reprendre dans l'après-midi. En cause, l'abaissement du taux d'évolution des dépenses de santé. Le débat de ce 19h avec nos invités sera évidemment intégralement consacré à ce nouveau plan de rigueur. La France doit retrousser ses manches. Cette seule phrase suffit à éclairer l'ensemble des mesures de rigueur dévoilées par le gouvernement. Ce midi, François Fillon n'a pas péché par excès de pudeur. Les Français, a dit le Premier ministre, doivent être prêts à des sacrifices. François Fillon. Le mot de faillite n'est plus un mot abstrait. Notre souveraineté économique, financière et sociale exige des efforts collectifs et prolongés, et même quelques sacrifices. Réaction de Pierre Moscovici sur ce dossier des retraites, une aberration sur le plan économique, explique le député du Doubs, proche de François Hollande. Et puis, effort supplémentaire pour ce deuxième plan de rigueur. En moins de 3 mois, représente 7 milliards d'euros dès 2013 et plus de 17 milliards jusqu'à l'horizon 2016. Parmi ceux-ci, 4,4 milliards devraient découler directement de ce resserrement du calendrier de la réforme des retraites. L'âge légal porté à 62 ans sera avancé de 2018 à 2017. Thomas Raguet. La retraite, certains s'y voyaient déjà. Il faudra pourtant patienter encore. Les salariés concernés prendront leur retraite dans les 4 prochaines années. Ils devront travailler de 1 à 3 mois de plus que prévu. Une mesure très critiquée par la gauche. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'emploi du senior, c'est-à-dire les ressources. Celui qui est au chômage, il ne paie pas de cotisation, il perçoit parfois même une prestation et il nous fait perdre tout son acquis professionnel. C'est une catastrophe sur le plan économique et sur le plan social. Mais pour la majorité, la mesure, même douloureuse, permettra une économie de 4,4 milliards d'euros sur 4 ans. Même si les Français ont bien conscience qu'on est face à une situation qu'il exige, je ne doute pas que ce sont des mesures extrêmement difficiles à assumer. Maintenant, si on se croise les bras, si on fait semblant de ne pas voir le problème, comme l'ont fait d'autres pays, on risque de se trouver dans une situation intenable, non seulement pour nous, mais surtout ensuite pour nos enfants et petits-enfants. 1 an après la difficile réforme des retraites qui avait conduit plusieurs millions de personnes dans les rues, ce nouveau durcissement passe mal auprès des syndicats. Des syndicats qui ont annoncé vouloir se concerter pour envisager une riposte à 5 mois de la présidentielle. Et les réactions syndicales sont très nombreuses. Ce soir, sur cette mesure, la CFDT, par exemple, de François Chérec, indique qu'une telle réforme rapporte peu et n'est qu'un signal adressé aux agences de notation. L'autre pilier de ce plan de rigueur était plus prévisible, avec une hausse du taux réduit de la TVA, passant de 5,5 à 7% pour les secteurs de la restauration et de la rénovation du bâtiment. Alors sur ce point, on peut dire que le gouvernement mange son chapeau. Il y a quelques semaines encore, le Premier ministre qualifiait cette hypothèse de contresens économique. Alexandra Colino. Il y avait une promesse, celle faite par Nicolas Sarkozy le 26 juillet dernier aux restaurateurs. Il n'est pas question de revenir sur une mesure économique qui a produit des effets. Et en ce qui nous concerne, c'est un engagement que je prends. Mais en temps de crise, la parole politique devient vite promesse de Gascon. À partir du 1er janvier, la TVA à 5,5% sera relevée à 7%. Principal secteur concerné, la restauration donc, car l'engagement cher au président est devenu trop cher pour l'État. Le gouvernement entend gagner 1,8 milliard d'euros par an, mais c'est oublier les effets négatifs sur les prix et donc sur la consommation. Autre secteur concerné, la rénovation du bâtiment et nouvelle crainte, la hausse du travail non déclaré. L'effet ne sera pas massif, mais si on faisait une règle de 3, ça aurait des conséquences aux alentours de 3000 emplois qui partiraient dans l'économie souterraine. Et donc,
Quand l'emploi part dans l'économie souterraine, il n'y a pas de cotisation et donc l'État perd en recettes fiscales et donc gagne d'un côté mais perd de l'autre et rien n'indique que la somme finalement soit positive. Au final, cette hausse de la TVA risque fort de ne pas engendrer les effets attendus. Alors en présentant ces mesures, le Premier ministre a insisté sur l'aspect équitable de son plan. L'essentiel de l'effort, a-t-il dit, porte sur les catégories les plus aisées. Mais si un nouveau coup de rabot sur les niches fiscales est annoncé, une revalorisation moindre de certaines prestations sociales est également au programme. Aurélien Romano. Le plan de rigueur de François Fillon comporte une série de mesures destinées à montrer que l'effort demandé est également réparti. Des recettes nouvelles et une baisse des dépenses doivent rapporter 7 milliards d'euros en 2012. Côté recettes, 2,6 milliards sont trouvés dans un rabot des niches fiscales. Principale victime, le dispositif Cellier, purement et simplement supprimé. Les entreprises sont mises à contribution, 5% d'impôt sur les sociétés en plus pour celles dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros. Les plus riches participent aussi à l'effort. Le prélèvement sur les dividendes passe de 19 à 24%. Gain attendu sur les recettes, 4,3 milliards d'euros. Les dépenses sont elles aussi réduites. Le barème de l'impôt sur le revenu et de l'ISF sont gelés. De même, la revalorisation des prestations sociales hors minima sociaux est limitée à 1%. Enfin, l'État diminue son train de vie de 500 millions d'euros. Économie attendue sur les dépenses, 2,7 milliards d'euros. Ultime mesure symbolique, le gel des salaires du président et des ministres. Alors on s'en doute, dans l'opposition comme dans les syndicats, les réactions n'ont pas manqué. Premier à dégainer ces attaques, Benoît Hamon, pour le porte-parole du Parti socialiste. François Fillon n'assume pas son propre bilan. Écoutez. Nous avons donc une grande opération de mystification sur qui est responsable de ces déficits, mais nous avons une opération beaucoup plus grave, je le dis, de dilapidation du modèle social français. Ce qui commence et se confirme aujourd'hui, c'est que la droite va réaliser le rêve des plus individualistes et des plus libéraux des Français, c'est-à-dire offrir la dépouille du modèle social français, ses services publics et sa sécurité sociale. Ce soir, c'est le candidat socialiste à la présidentielle, François Hollande, qui s'exprimera sur le plan de rigueur. Ce sera sur France 2. Au même moment, sur TF1, François Fillon s'exprimera également. Première conséquence directe du plan de rigueur, une belle pagaille au Sénat lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Effectivement, en abaissant le taux de croissance des dépenses d'assurance maladie de 2,8 à 2,5%, les cartes du texte sont largement rebattues. Et même si les débats ont repris dans l'après-midi, eh bien la majorité de gauche n'a guère apprécié le procédé. Julie Dungeloff. Les sénateurs devaient débattre ce lundi du budget de la sécurité sociale. C'était sans compter les nouveaux chiffres annoncés par le Premier ministre. Cela conduit à une situation relativement inédite. À peine voté par les députés la semaine dernière, le texte est déjà obsolète. Nous sommes dans un examen de PLFSS assez original, irréel, alors par la nature de la majorité nouvelle du Sénat, certes, mais aussi par le fait que nous avons commencé l'examen avec un PLFSS qui a été équilibré, mais à partir de données fausses. Réunion de crise au Sénat, la séance est suspendue près d'une demi-heure dans l'après-midi. Les ministres présents tentent d'être pédagogues. Les discussions reprennent dans l'hémicycle. À sa sortie, Xavier Bertrand se veut rassurant. On sait pertinemment aujourd'hui que la croissance ne sera pas celle qui était prévue. Ce n'est pas vrai seulement pour la France. C'est vrai pour de très nombreux pays européens. L'Allemagne a notamment abaissé sa prévision de croissance. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On laisse filer les déficits? Certainement pas. Et donc, dans ces conditions, nous devons diminuer nos dépenses. Voilà pourquoi l'objectif des dépenses d'assurance maladie est à 2,8%. Il sera à 2,5%. La ministre du Budget Valérie Pécresse a quant à elle indiqué qu'un projet de loi rectificatif serait présenté d'ici 2 semaines en Conseil des ministres pour intégrer les mesures du nouveau plan de rigueur. Alors pour parler de ce plan de rigueur, ce plan d'austérité annoncé ce midi par le Premier ministre François Fillon, nous aurons joint sur notre plateau Mohamed Oussedik. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Les syndicats sont beaucoup exprimés tout au cours de l'après-midi. En face de vous, François Zekoto, président du groupe Union centriste et républicain au Sénat. Jean-Marie Le Guen, député socialiste de Paris. Merci d'être avec nous. Et Claude De Greff, secrétaire d'État en charge de la famille. Madame la secrétaire d'État, on l'a vu dans le tout dernier reportage que ce plan d'austérité, ce plan de rigueur va avoir des conséquences, ne serait-ce que sur le calendrier parlementaire.
parlementaire. On a commencé à le voir au Sénat avec, j'allais dire, la petite pagaille qui a engendré le débat autour du projet de loi sur la sécurité sociale. Une pagaille voulue par le Parti socialiste, comme d'habitude. De toute façon, nous sommes habitués depuis plus de 4 ans à avoir une opposition systématiquement à vouloir générer la pagaille. Ce soir, c'était encore le cas puisque le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été débattu à l'Assemblée nationale. Il se devait d'être débattu au Sénat. Aujourd'hui, compte tenu des annonces du Premier ministre, en effet, ces annonces vont déboucher sur un projet de loi de finances sécurité sociale rectificatif. Mais aujourd'hui, il fallait absolument débattre sur ce qui avait été débattu à l'Assemblée nationale. C'est constitutionnel. Je veux dire, c'était normal. Le taux d'évolution des dépenses de santé a été modifié, donc les cartes sont forcément rebattues. On est bien d'accord, mais sur le débat qui doit exister entre le texte étudié à l'Assemblée nationale doit être étudié au Sénat, et ensuite on aborde le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Il aurait été malhonnête de notre part de ne faire des annonces, et en l'occurrence celle du Premier ministre, seulement mercredi, alors que nous aurions débattu aujourd'hui sur un projet de loi de finances auquel on n'aurait jamais apporté les modifications. Donc travaillons dans la légalité, travaillons sur ce débat qui a été fait à l'Assemblée nationale et qui doit être fait au Sénat, et ensuite nous aborderons le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. D'ici une quinzaine de jours, a annoncé Valérie Pécresse cet après-midi. Mais justement, le Parti socialiste était vraiment là mis devant la vérité. François Zocchetto, vous avez l'impression que dans ces conditions, le Sénat travaille sereinement sur un texte comme celui-là? Pas vraiment. Je dois dire que les conditions d'un travail serein et efficace ne sont pas réunies depuis quelques semaines. J'ai du mal à comprendre la nouvelle gouvernance au Sénat. On se trouve face à des comportements très procéduriers. Je ne suis pas certain que le Sénat s'en sorte grandi, mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est de faire face à la crise et de savoir comment nous pouvons réagir, nous, Français. Alors, François Zocchetto, vous avez écouté le Premier ministre à l'annonce de ce deuxième plan de rigueur en quelques semaines, en quelques mois. Est-ce que, selon vous, ce plan est-il nécessaire? Est-il suffisant? Alors, ça fait longtemps chez les centristes que nous estimons que l'on doit tenir un discours de vérité aux Français. Et je rappellerai que notre candidat aux élections présidentielles, la dernière fois, était le seul qui très clairement disait « il y a une dette qui bientôt ne va pas être supportable et donc il nous faut réagir, il nous faut engager des réformes de structure ». Donc l'épreuve de vérité, nous la connaissons maintenant depuis quelques mois. Et je pense que les mesures qui sont prises, pour être simples, sont courageuses, mais elles sont à mon avis tout à fait insuffisantes, car nous avons des problèmes structurels en France. Jean-Marie Le Guen, vous avez eu l'impression d'entendre un discours de vérité de la part du Premier ministre? Non, et pas plus que je n'ai de discours de vérité devant les projets de loi de finances qui nous ont été présentés aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Non, c'est un discours qui habille d'une profondeur et d'une dramatisation, en fait, une situation qui est une série d'échecs. L'échec de la gestion des finances publiques depuis 4 ans, l'évasion fiscale qui a été facilitée par ce gouvernement a abouti. La crise n'existe pas, Monsieur Le Guen. Attendez, on n'est pas. C'est vous qui tout à l'heure vous plaignez, soi-disant, de l'agitation. Alors ne vous agitez pas. Je ne suis pas du tout en train de m'agiter, je vous parle. Je vous dis que la Cour des comptes a dit là-dessus les choses très clairement. Plus des 2/3 du déficit public, de l'aggravation du déficit public réalisé depuis 5 ans est lié aux cadeaux fiscaux faits par le gouvernement. Absolument 1/3 par la crise. Écoutez, madame, revoyez les cours des comptes. Et Benoît Hamon évoque le chiffre de 75 milliards d'euros de déficit dû à la gestion et la politique de l'actuelle majorité. Oui. Absolument, mais je dirais simplement, pour aller au fond des choses, parce qu'on n'est pas là pour jouer à des petits jeux politiciens, simplement vous avez parlé de rigueur, moi je parle d'austérité. La différence, ce n'est pas la bonne gestion des finances publiques, c'est la mise en danger de la croissance économique dans ce pays. Cette mise en danger de la croissance économique aura comme conséquence d'aggraver encore les déficits publics. C'est un cercle vicieux dans lequel le gouvernement s'enfonce, à la demande des agences de notation, à la demande et au positionnement de la majorité de droite allemande, et nous avons une abdication complète d'une volonté politique de bien gérer les finances publiques, certes en demandant des efforts, j'y suis favorable, mais avec une perspective qui est celle de la croissance économique. Sans croissance économique, on va vers un désastre industriel
sociale et au total aussi des finances publiques. On va revenir sur tous ces points, mais juste un point, et là je me tourne vers le syndicaliste que vous êtes, Mohamed Oussedik. La croissance, elle est mise en péril selon vous, c'est-à-dire l'emploi bien sûr, par ce plan de rigueur et d'austérité? Je crois que d'abord ce que vont retenir les salariés et les Français de ces annonces, c'est qu'une fois de plus, on va leur demander de faire des efforts dans leur vie quotidienne. Alors les premiers, c'est évident, le premier effort qu'on leur demande évidemment, c'est encore une fois au niveau de la retraite, de différer en quelque sorte, en différant en quelque sorte l'âge de départ légal à la retraite. C'est-à-dire qu'on resserre le calendrier. On resserre encore une fois le calendrier sur les seuls salariés, ceux qui ont travaillé toute leur carrière professionnelle, toute leur vie, qui ont fait des sacrifices. On va encore accentuer sur le quotidien des gens, notamment via l'augmentation de la TVA, via aussi un resserrement probable au niveau des dépenses maladie, puisque sur la progression des... Et en contrepartie, on va annoncer quelques mesures tout à fait symboliques, sans s'attaquer à la racine du problème aujourd'hui, c'est que nous avons un pays qui est structurellement déficitaire. C'est-à-dire que la part des richesses que l'on crée aujourd'hui ne suffit plus dans ce pays-là à combler nos déficits publics. Alors, ce qui m'a singulièrement frappé dans le discours du Premier ministre quand même, et je crois que ça c'est important, c'est qu'il reconnaît implicitement le déclin de la France et le déclin des pays occidentaux à travers... Est-ce qu'à la CGT, et ça, je crois par exemple, quand même que ça pose vraiment un problème dans aussi les vraies raisons pour lesquelles il faut s'attaquer, je dirais, au problème central qui reste quand même aujourd'hui la désindustrialisation. Est-ce qu'à la CGT, par exemple, comme dans, j'allais dire, le paysage syndical, vous pouvez admettre quand même qu'un effort de rigueur est aujourd'hui nécessaire pour sortir la France de l'ornière? Écoutez, je crois qu'il faut souligner quand même l'inégalité de traitement entre ce que subissent les salariés et et les cadeaux qu'on fait en termes de cadeaux fiscaux aux revenus du patrimoine ou aux entreprises. Il y a quand même, il y a quand même, concrètement, je voudrais bien avoir des exemples. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Il y a 175 milliards d'exonérations de cotisations fiscales qui sont données aux entreprises. Il y a un déficit qui est dû principalement à ces mesures dérogatoires pour les entreprises, qui est passé de 2,7 points de PIB en 2005 à 5,2 points de PIB en 2010. Et ça, ce sont les mesures dérogatoires qui sont appliquées aux entreprises. De l'autre côté, nous avons eu à subir, nous, un recul de l'âge de départ à la retraite, avec, d'ailleurs, qui ne règle rien sur le fond du départ à la retraite, tout simplement parce que l'âge réel de départ à la retraite, madame, il est à 59, de cessation d'activité, il est à 59 ans en France. Et on le diffère à 62 ans. C'est pas le fait de différer à 62 ans qui va faire travailler plus ces salariés-là. Il y a une explosion de l'emploi des seniors, du chômage des seniors, qui est passé de 500 000 à 800 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Comment vous répondez à ces problèmes-là? Ce plan de rigueur peut avoir une incitation, j'allais dire, négative sur la croissance que l'on sait extrêmement chancelante aujourd'hui. Il y a une vraie crise, et c'est ce que j'ai cru malheureusement ne pas entendre dans la bouche de M. Le Gouen, qui s'évertue à ne pas voir la réalité en face, d'ailleurs comme François Hollande, puisque j'ai vu que dernièrement encore dans son programme, il proposait une multiplicité d'emplois. Quand on voit aujourd'hui la situation de la France, qui, malgré la situation économique européenne et même dans le monde, finalement ne se porte pas trop mal malgré la crise. Vous êtes d'un ridicule, Monsieur Le Gouen. Je ne pensais pas ça de votre part. Mais honnêtement, franchement, il y a une vraie crise aujourd'hui. Alors pourquoi vous ne votez pas, vous, la règle d'or? Puisqu'aujourd'hui, on se doit d'avoir une vraie rigueur dans notre financement, alors que depuis des mois et des mois, les socialistes s'évertuent à dire surtout pas de règle d'or, alors que tous les pays européens, socialistes en plus, ont voté la règle d'or. Donc aujourd'hui, ce que veut faire le président de la République et le Premier ministre l'a annoncé aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il y ait un vrai langage de vérité, qu'on arrive à prendre des mesures qui puissent nous permettre de réduire le déficit sans toucher à la croissance. C'est véritablement ce que nous voulons aujourd'hui. Chacun doit y contribuer et tout le monde y contribue, que ce soit les hauts revenus, comme les salariés, comme les Français en général. C'est une vraie prise de conscience de la France et je regrette que les élus socialistes aujourd'hui n'y adhèrent pas. Nous
nous devons tous y travailler. Est-ce que chez les centristes, on considère également que ce plan ne va pas à l'encontre de la croissance aujourd'hui? Dans un contexte de crise très grave pour toutes les économies occidentales, je crois qu'il y a des écueils à éviter. Par exemple, vouloir créer un débat politicien uniquement, d'ailleurs dans la perspective des prochaines élections présidentielles, ça me paraît être totalement déplacé par rapport à l'ampleur des problèmes. La deuxième chose, c'est vouloir faire croire aux Français que notre pays pourrait être le seul à s'exonérer d'une discipline budgétaire, pourrait être le seul à faire l'économie de réflexion sur ces problèmes structurels, comme par exemple, je vais vous donner un exemple, est-ce qu'on peut continuer à faire financer le système de protection sociale français sur le travail, sur la production? Moi, je ne crois pas. Nous, chez les centristes, nous pensons depuis longtemps qu'il faut qu'il y ait une fiscalisation notamment de la branche famille, mais aussi de la branche de l'assurance maladie. Ça, ce sont des vrais débats. Ça, ce sont des débats. Oui, bien sûr, des débats, c'est très intéressant. Ça fait 10 ans que vous gouvernez. Ça fait 5 ans que vous avez accru de 500 milliards d'euros le déficit, la dette de la France. À partir de là, et ça fait maintenant quelques semaines que vous dites exactement le contraire en tant que majorité, que le président Sarkozy dit exactement... Je vous annonce que la crise date depuis 2008 et que depuis 2008, on essaye quand même d'y résoudre. Oui, depuis 2008, Sarkozy est venu 5 ou 6 fois à la télévision pour nous expliquer qu'il avait sauvé la France. Et le monde d'ailleurs, parce que soyons pas mesquins quand même, c'est plutôt aussi le monde dont il faut s'agir. Après les sommets du G20 qui a été un échec cinglant, il n'y a qu'en France. Mais comment vous pouvez dire une chose pareille ? Il n'y a qu'en France qu'on ne se rend pas compte qu'au regard de la gravité de la crise qui est là, le G20 a été un échec. Tout ce qui était espéré en matière de régulation, en matière de relance économique était absent. Et nous nous trouvons aujourd'hui devant une spirale des politiques inflationnistes qui, au prétexte légitime de traiter la question des déficits publics, par ailleurs aggravés, ne serait-ce que sur un exemple, pas deux. On pourrait parler effectivement des charges sur les entreprises, mais un seul exemple. L'ISF, la réforme de l'ISF de cette année. 1,2 milliard de cadeaux aux détenteurs de l'ISF. C'est quand même assez extraordinaire. Au moment où on nous parle de rigueur, au moment... Pardon ? Récupérer sur les successions. Sur les successions des classes moyennes à venir. Sur les successions des classes moyennes à venir. Mais 1,2 milliard, est-ce que c'était vraiment le jour ? Est-ce que c'était le moment de lâcher 1,2 milliard de recettes actuelles de l'ISF ? Ah oui, ça pourrait être populiste. Les gens les uns contre les autres. Mais madame, la justice et l'équité, ce n'est pas l'entièreté de notre pays. Ah non, chassez les Français en matière de protection sociale, au bénéfice d'une toute petite minorité. Jamais un pays n'a été gouverné à ce point au service d'une petite caste minoritaire qui ne fait pas 1% de la population nationale. Bon, madame, je suis méchant pour le Fouquet's, excusez-moi. Claude Greff, vous êtes ridicule. Si la France avait besoin simplement de se rapprocher au Fouquet's, franchement, c'est que vous volez très bas, monsieur. Vous évoquez très bas, c'est le prix de l'ISF aujourd'hui payé par les plus riches. Il y a 4 ans, 5 ans. Vous n'avez pas beaucoup d'arguments, monsieur. Madame Greff, la gauche pointe aujourd'hui, entre autres, par la... protégés. Les Français sont protégés aujourd'hui. Les allocations familiales. 4 mois, la mise à niveau des allocations familiales. Vous n'avez pas honte de venir dire ce que les allocations sont protégées? Vous l'avez reculé de 4 mois. J'ai défendu l'universalité des allocations familiales. Et le président de la République y est très sensible. Il sait quelles sont les difficultés des Français et des familles en général aujourd'hui. 4 mois, vous avez reculé. La progression sur l'inflation. S'il vous plaît, François Zocchetto, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez l'impression, comme l'a suggéré Benoît Hamon ce midi, que la protection sociale en France, s'il vous plaît, madame, est en danger? Je pense que si des mesures ne sont pas prises, comme celle d'ailleurs qu'a évoqué le Premier ministre aujourd'hui, eh bien je pense que nous pouvons faire le deuil de la protection sociale française, peut-être pas pour nous-mêmes, mais en tout cas certainement pour nos enfants, et je ne parle pas des petits-enfants. Donc il y a lieu absolument de réagir. Alors, j'entends beaucoup de critiques, mais j'entends pas beaucoup de propositions, parce que ressasser éternellement les histoires de l'ISF, moi aussi, en tant que centriste, je suis pour qu'il y ait une équité. Je suis également pour que on ait un alignement de la fiscalité du patrimoine sur celui du travail. Et qu'est-ce que je constate? C'est que là, on va augmenter le prélèvement libératoire de 19% à 24%. Je suis pour l'augmenter encore plus, s'il est possible. On va supprimer un certain nombre de niches fiscales. Bon, très bien. Je crois qu'il faut aller encore plus loin. Nous avons réclamé la création de 2 tranches supplémentaires d'impôt sur le revenu. Mais ça, ce sont des propositions. Ce ne sont pas que des critiques. Car nous avons conscience que si nous ne faisons rien,
c'est la descente aux enfers. Et si vous n'en êtes pas convaincu, mais j'ai entendu tout à l'heure que du côté des syndicats de salariés, on avait parfaitement conscience de cette situation. Alors peut-être que nos analyses divergent sur les méthodes à mettre en œuvre, mais au moins on peut en discuter. Mais à côté de cela, il y en a qui sont totalement autistes, qui ne veulent pas reconnaître la réalité de la situation. On a l'impression que les centristes seront actifs lors des futurs débats budgétaires. Ah oui, parce que nous avons beaucoup d'idées sur la question, et en plus elles ne datent pas d'hier. Et nous sommes heureux de pouvoir enfin les exprimer et surtout d'être entendus. En tout cas, les pensions de retraite, les revenus de remplacement et les minima sociaux aujourd'hui, que ce soit le RSA, l'AAH, aujourd'hui c'est quand même ce gouvernement, le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui l'a mis en place et qui aujourd'hui l'augmente de 25% et on y arrive. Tout cela est aujourd'hui préservé. Quand on voit dans les autres pays européens où les pensions de retraite ne sont pas assumées, aujourd'hui on demande à la France et aux Français en effet justement un réajustement de la prise de la retraite à 62 ans pour 2017, mais franchement, on n'a pas diminué les pensions de retraite. Donc il faut quand même y penser. Non, mais c'est totalement. Enfin, c'est totalement. Ça, je pense que c'est. Il faut dire la vérité aux Français. Je le dis, la vérité. Et là, vous ne dites pas la vérité aux Français. Lorsque vous décalez l'âge de départ à la retraite, de fait, vous baissez le niveau des pensions des Français. Mais il y a d'autres pays qui ont supprimé tout simplement parce que vous avez aussi modifié l'assiette de calcul. Vous avez modifié un tas de paramètres qui font que le niveau des pensions des Français va baisser. Donc ça, il faut le dire. Assumez vos actes, Alors, vos décisions. je voudrais qu'on termine pour dire un mot sur la TVA. Le taux réduit de TVA a été augmenté de 5,5 à 7. François Fillon a expliqué que ça allait dans cet esprit de convergence, en particulier avec l'Allemagne. Est-ce que cette démarche d'esprit d'aligner des taux de TVA au niveau européen va dans le bon sens, Jean-Marie Le Guen? Écoutez, moi je ne suis pas opposé à ce qu'on mette de la progression de la fiscalité indirecte. Mais tout ceci n'est possible que s'il y a un paquet fiscal, cette fois-ci, qui soit véritablement équitable. Tant qu'on a aujourd'hui, comme aujourd'hui, une fiscalité qui est profondément déséquilibrée, d'une part entre le travail et le capital, et d'autre part à l'intérieur des différents revenus entre les plus riches et les autres, on ne pourra pas avoir une véritable réforme fiscale qui soit à la fois efficace et juste. Toutes ces mesures qui sont prises sous la contrainte. On parlait tout à l'heure dans votre reportage du reniement de l'engagement présidentiel rappelé il y a encore quelques semaines sur la TVA à 5,5. Tous ces reniements ne font pas une politique juste, même si il peut être justifié, mais pourquoi avoir baissé cette TVA de 19 à 5,5 pendant 4 ans en ayant perdu autant de recettes fiscales? Car c'est bien ça, si nous sommes aujourd'hui acculés de faire une politique qui est très dangereuse du point de vue de la croissance économique, c'est parce que nous avons quelque part été cigales du point de vue fiscal, c'est-à-dire que nous n'avons pas été capables... Laissez-moi répondre. Allez, répondez dans 30 secondes, l'émission presque terminée. Je rappelle quand même que c'est sous le gouvernement socialiste de M. Mitterrand, où nous sommes passés de la retraite à 65 ans à 60 ans. Le différentiel... Vous oubliez quelque chose. Léon Blum, en 1936, a mis lui-même la semaine de congé 4 semaines, madame. Vous vous rendez compte? Monsieur Le Guen, franchement, je pense là aujourd'hui que vous êtes dans une démarche populiste qui ne va pas justement, le peuple, on lui a posé la question avec la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Voici cette question. Êtes-vous prêt à faire des efforts pour sortir de la crise de la dette? Vous êtes en une petite minorité, 19%, à consentir des efforts pour essayer de sortir de cette crise dans laquelle nous sommes empêtrés. Merci beaucoup. À ceux à qui on demande des efforts qui doivent être pour le oui. C'est ça qui est encore plus dur pour la politique. Aux collectivités locales, si elles sont prêtes à faire des efforts. Nous en reparlerons largement d'ici très peu de temps. Bientôt, s'il vous plaît, l'émission est terminée. Merci en tout cas. Et là, M. Le Guen ne dit rien là-dessus. Merci d'avoir été avec nous. Nous reviendrons bien sûr sur l'ensemble de ces sujets, madame. C'est la fin de cette édition. À suivre chez nos confrères d'LCP à l'Assemblée nationale, le Bondi Globe Café. Très bonne soirée à tous. Merci. Je vois ce grand type absolument magnifique, avec cette voix cassante, une énergie incroyable, une vivacité dans l'œil. Il est capable de trouver une formule mortelle, se foutant totalement de l'impact humain que ça pouvait avoir.
Il a le sens de la mise en scène. Tout homme politique doit avoir cela pour faire valoir son projet ou ses idées. C'est la condition du succès. Je ne sais pas si j'ai été clair. En tout cas, dans ma tête, ça l'est. Et les instructions, elles sont claires aussi. Une même audace, un caractère intrépide, un côté brutal. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. S'ils mettent leurs deux intelligences face à face, ils vont s'entendre. S'ils mettent leurs deux passions face à face, il est clair que ça fait des étincelles et ça peut être une extrême violence. Les Fauves, un documentaire de Patrick Rothman, samedi à 15h15 sur Public Sénat.